bonsoir et bienvenue dans Le Cercle, l'émission qui attend les films à la sortie. Attention, si vous aimez la monochromie, la monotonie et la monogamie, changez de chaîne. Notre programme sera en effet des plus variés. En avant pour le troisième volet de la trilogie Jason Bourne, La vengeance dans la peau. Alors attendez, parce que j'ai les deux précédents, là, je vais les montrer quand même. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau. Ok. Donc là, c'est La vengeance, réalisée par Paul Greengrass avec Matt Damon et beaucoup de cascades. On enchaînera sans respirer sur une comédie typique du cinéma indépendant américain, King of California, de Mike Cahill avec Michael Douglas en père de famille Barjot. Suivront 3 films français, un marivaudage contemporain de type choral, La vérité ou presque de Sam Karman, un thriller social et ambitieux, La question humaine de Nicolas Klotz avec Mathieu Amalric, et un film intimiste en caravane d'Isilde Lebesco, Charlie. Et pour finir, une comédie politique italienne, Mon frère et fils unique, de Daniele Lucchetti. Pour rendre compte de cet extraordinaire chatoiement sur pellicule, une tablée non moins bigarrée m'entoure. Xavier Le Herpeur, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Vous êtes un des rares critiques à adorer autant les mangas japonais que le cinéma d'auteur lusitanien. Et ça, c'est une de vos principales qualités. Oui, mais ce qui fait que beaucoup de gens pensent que je n'ai aucun goût, en fait. Vittoria Matarese, rebonsoir. Nous sommes Bonsoir, bien contents que vous soyez encore là avec nous, comme Xavier. Vous êtes très engagé dans le cinéma expérimental du moment que l'acteur est canon. Exactement. Que si l'acteur est canon. On est également heureux d'accueillir un nouveau venu, Yannick Dahan, l'extrémiste du cinéma bis que nous avons... C'est un peu radical, l'extrémiste quand même, mais bon. Mais vous aimez le cinéma de genre. J'aime le cinéma bis, mais j'aime pas que ça, encore. Très bien, il va me contredire toute l'année, celui-là. Exactement. En tout cas, on est content et on vous dit également bonsoir. Vous êtes un peu le Sébastien Chabal des chauves. C'est ça, votre truc. Ouais, c'est parce que je viens de Toulouse, c'est ça. Mais on l'entend pas bien, votre accent, là. Ah ben forcément, hein, après 10 ans à Paris, on le perd un petit peu. Là, il a fait exprès de le reprendre pour être courtois, c'est sympa de savoir. Voilà. Philippe Rouillet, lui aussi est à nouveau là et vous avez renoncé à votre carrière de baryton pour vous intéresser au 7e art. Ça, Oui, mais c'est pour vous régaler tous. Christine Haas, notre blonde Vénus qui était en Suède et qui était aussi sous la pluie en Écosse tout l'été. Alors vous êtes capable de trouver l'influence de Bergman dans Shrek 3. Ouais, je peux le faire. Et inversement, S'il faut. l'influence de Shrek 3 sur Bergman. Ouais, non, pas tous les jours. Plus compliqué. Oh, petite pensée pour les disparus de l'été. Michel Serrault, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni. François Bégodeau, aussi méchant que brillant, le Tarantino de la critique, et l'un des romanciers de la rentrée, avec moi. C'est vrai. Bien, aucun de ces esprits d'élite ne pourrait s'exprimer si le public ne les écoutait pas avec autant de talent. Au nom de mes camarades, merci la plèbe! Oh la vache, j'ai peur. C'est beau cette musique. Son nom est Bourne. Jason Bourne. Profession. Tueur au service de la CIA. Signe particulier, il a perdu la mémoire au premier épisode. Et depuis, il est pourchassé par son ancien employeur. Et il ne se souvient pas non plus du 2e épisode. Avec La vengeance dans la peau, Matt Damon incarne pour la 3e fois le héros imaginé par Robert Ludlum. Après The Memory dans The Skin et The Death dans The Skin, en version originale, ça donnait en fait plutôt The Bourne Identity, The Bourne Supremacy et maintenant The Bourne Ultimatum. You see, we're born. Born to be alive. Il faut vraiment que j'arrête la drogue. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Alors voilà, c'était une plaisanterie réussie. Le pauvre Jason a encore des ennuis, alors qu'il croyait être débarrassé de l'homme qui voulait sa mort et qui avait tué sa copine. Voilà que la CIA veut encore une fois se débarrasser de lui. Toute cette saga est évidemment une métaphore sur la gestion des ressources humaines dans l'entreprise contemporaine, c'est évident. À propos de management, il est à noter que le réalisateur de ce 3e volet est le même que celui du précédent. J'ai nommé l'anglais Paul Greengrass. Paul Greengrass, connu pour Vol 93. Christine, oui. Il a donné un style particulier au thriller. Oui, c'est vrai que là, on passe à la vitesse supérieure. Hein. Greengrass est un homme de théâtre, un écrivain qui connaît très bien l'espionnage, puisqu'il a écrit un roman sur l'espionnage il y a une 20aine d'années. Et c'est aussi un documentariste, principalement
principalement un documentariste qui s'attache au réel. Et donc, il a été 2 fois primé. Une fois, vous le disiez, pour Vol 93, qu'il a réalisé entre les 2 films, qui est donc l'histoire du crash de l'avion en Pennsylvanie après le 11 septembre. Et puis, un précédent film qui s'appelait Bloody Sunday, sur les événements qui s'étaient passés à Derry, en Irlande. Et c'est quelqu'un qui s'attache au réel et qui va vouloir, à travers un film qui réutilise un tout petit peu les codes des films de Hong Kong, c'est-à-dire tout ce que la technologie va lui permettre d'utiliser, qui va en fait vouloir nous donner l'impression de réel, l'impression d'être assailli par l'action. Alors on est avec Jason Bourne, on le suit, c'est pas du tout un héros à la James Bond, il n'y a pas de gadgets, c'est pas quelqu'un qui se sert d'effets spéciaux, il n'y a pas de fond bleu, il n'y a pas toutes les cascades comme ça mirobolantes, on est sans arrêt dans le réel, sans arrêt dans des cascades plausibles, en tout cas ça serait un super Yamakasi, des bagarres absolument incroyables, et c'est un personnage qui découvre tout ce qu'il sait faire avec nous en fait, on est sans arrêt avec lui. C'est quelqu'un qui découvre, qui parle plusieurs langues, qui sait conduire, qui sait piloter, qui peut se défendre avec un simple stylo. C'est un personnage assez sombre en même temps, qui répond un peu à la quête américaine actuelle, c'est-à-dire que son questionnement sur son identité, est-ce qu'il est du côté du bien, est-ce qu'il est du côté du mal, est aussi le questionnement actuel de l'Amérique. Vous allez voir, Jason Bourne est là, sur les toits de la Médina, à Tanger, il est poursuivi, on va regarder un extrait. Alors, tout de suite, je vous préviens de ce que vous voyez, 41 plans en 49 secondes, voilà ce que fait Greengrass. Alors, il y a du plan subjectif, il y a toutes sortes de caméras, dolly, grue, caméras volantes. Il utilise absolument tout, un montage serré, une musique qui fait rebondir les raccords. Hop. Bon, alors ça va très très vite, on a absolument rien vu. Même dans les plans, quand c'est pas monté, la caméra bouge quand même. Voilà, la caméra bouge quand même. Il y a parfois peut-être des faux raccords, des choses un peu approximatives, mais ça va tellement vite, le montage est tellement serré, la musique accélère encore le mouvement, qu'on ne s'en rend pas véritablement compte. On va s'en rendre compte un petit peu mieux là, à travers le deuxième décryptage, que je vous propose de regarder un petit peu plus attentivement, au ralenti. Nous voilà repartis. En fait, alors on va compter les plans, toujours 41 plans en 49 secondes, on est à 3, 4 plans, 5 qui descend, 6, hop, un jump cut qui est un plan coupé dans l'axe, on continue avec un travelling latéral qui va en sens inverse, c'est-à-dire gauche-droite alors qu'il court droite-gauche, qui accélère encore le mouvement, le panoramique est en longue focale, alors on ne sait pas avec quelle caméra il est filmé, mais il y en a plusieurs, comme je disais, de la grue, de la dolly. Là, on arrive à un plan subjectif, c'est-à-dire que sans arrêt, il nous met à la place de Bourne. Qu'est-ce qu'il voit? Hop, un petit coup de zoom, il voit le mec en bas qui l'attend. Qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté? Il voit Nikki, la fille qu'il essaye de rejoindre, qui elle aussi est dans la panade. Plan subjectif de Nikki, qu'est-ce qu'elle voit? Ouf, le vide, elle saute. Et nous voilà repartis dans des cascades qui sont sans arrêt possibles. Voilà, filet 1, filet 2. Alors là, ce sont des mouvements de caméra comme des virgules, très très rapides pour enchaîner d'un plan à un autre. Bon, le plan vide est en fait un plan subjectif de ce qu'il voit, à savoir la fenêtre dans laquelle il va s'engouffrer. Très rapidement, une cascade qui est parfaitement synchronisée, car c'est un cascadeur qui l'a effectué. Et on se retrouve à l'intérieur avec une caméra à l'épaule. C'est très fatigant à regarder. Moi, j'ai vu le film, j'ai eu un peu mal à la tête. Frédéric, moi, je trouve pas ça fatigant, justement, et c'est pour ça que je rebondirais sur ce que dit Christine en parlant de fluidité. C'est vraiment le mot qui compte, parce que si on compare avec ce que fait Michael Bay, par exemple, on voit des tas de films d'action aujourd'hui américains où on a l'impression de voir des espèces de clips où on ne comprend pas l'action. On voit juste de la pyrotechnie. Et on est censé comprendre que ça se bastonne. Là, et on le voit bien dans l'extrait, on peut suivre le parcours du héros. Alors on voit quand on décrypte que parfois ça a l'air spectaculaire alors qu'il y a un petit muret de rien du tout. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est le spectacle. Mais quand on est dans la poursuite, on est avec lui et on comprend toujours les tenants et aboutissants. Et si on ne voit pas ses adversaires, c'est que lui, il ne les voit pas non plus et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même très très bien construit, très maîtrisé dans le montage. C'est le cinéma de l'espace et du temps. Non mais justement, c'est le contraire du cinéma de l'espace et du temps. Là, vous êtes en train de sélectionner fondamentalement le seul extrait lisible de tout le film.
ça c'est facile. vous avez pris- Ah non, mais ça c'est facile. Je suis désolé, tu vas me prendre la poursuite en caisse qui, soit dit en passant, est exactement la même dans le deuxième. Elle est cadrée exactement de la même manière, avec énormément montage surdécoupé, sauf que c'est des inserts tremblotants en permanence. On ne sait jamais où est le bonhomme, on ne sait jamais où est la caisse. Le seul résultat qu'on voit au final, c'est c'est de la tôle froissée contre un mur. Alors, Il faut dire une chose, sur un c'est truc de que, Christine, juste à la demande des autorités de New York, la poursuite en voiture, elle a été tournée à 60 km/h et donc ils ont dû accélérer. C'est pour ça qu'il y a ce montage souvent, c'est pour des raisons légales. Quoi. Ouais, oui, non, mais ça, oui, Non, mais c'est marrant. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, moi, quand je vois la séquence, c'est justement qu'elle soit lisible, qu'elle ait un point de vue. Alors, si c'est le but, c'est que la séquence soit spectaculaire, moi, juste voir de la tôle froissée qui s'agite comme ça devant la caméra, ça ne produit pas du spectaculaire pour moi. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il y a énormément de problèmes sur la vengeance dans la peau. Et je suis pas du tout un détracteur de Greengrass. Je trouvais vraiment. Tombe bien. Parce que... Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait Je te sens le délire là-dessus. J'aime beaucoup les précédents Greengrass. J'aime beaucoup le second Bourne Identity qu'il avait fait, donc qui était Bourne Supremacy, où justement c'était chaotique en termes de mise en scène, mais il y avait une vraie émotion qui se dégageait de temps en temps. Là, on a des personnages fonctions qui vont à droite à gauche du monde, comme vous dites, sans aucune justification. Il n'y a pas des justification. personnages fonctions du tout. Là, au contraire, c'est encore plus intéressant. Il y a rien de plus minimaliste que ce film en termes de scénar. Totalement C'est hallucinant. isolé. C'est comme dans un jeu vidéo, un peu. Le personnage devient beaucoup plus humain. Il a perdu sa petite amie. Il est seul et il se pose toujours la question Quand de est-ce savoir. qu'il devient plus humain Quand est-ce qu'il devient plus humain dans le film Je suis un peu d'accord avec Savoir. Yannick, mais moi je le mettrais plutôt sur le compte de cette troisième partie, parce que d'habitude les séries d'action comme ça, plus ça va, plus elles vont vers la psychologie justement. Et là je trouve que c'est le contraire. Plus ça va, plus on se rapproche de la quintessence du film d'action. Mais où je suis absolument d'accord avec Yannick pour le coup, c'est que alors moi je suis très très surpris qu'on décrypte le truc en disant regardez finalement tout ça est cohérent, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas Christine tout à l'heure a dit qu'il y avait une impression de réel, et c'est bien le problème, et c'est le problème de pas mal de metteurs en scène américains en ce moment qui ont récupéré, qui ont rabattu depuis le cinéma indépendant la caméra à épaule, et on a des impressions de réel, des impressions documentaires, mais absolument pas de réel, c'est et le fameux absolument pas de principe documents. de réalité. Mais moi, cela dit, à un moment où je me suis Il va falloir réconcilié questionner. avec le film, parce que je me suis dit, mais en fait, on a affaire à un film abstrait. C'est complètement abstrait. Donc moi, j'irais complètement à l'inverse de ce qu'a dit Christine. Je trouve le film fort là où il produit de l'action de façon complètement fabriquée Et c'est et sans désincarné. aucun souci, effectivement, de Parce nous que c'est situer par rapport à Tarantino, par exemple. c'est désincarné. Vraiment, Non, très parce peu que documentaire. la grande question par rapport au scénario, c'est que le départ du film, il y a un effet d'annonce sur le fait que c'est le dernier volet, qu'on va enfin savoir qu'est-ce qui se passe, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et finalement, cet effet d'annonce annule complètement la fin du film, que je ne vais pas raconter, mais pour moi, c'est-à-dire, c'était rien, quoi. Bon, d'un côté, on sent venir le numéro 4 vraiment au grand galop, parce qu'il ne se passe rien du point de vue scénaristique, c'est-à-dire, c'est une parenthèse tant mieux. complètement vide. Voilà. Et c'est là Vive où je me l'action. suis dit, mais c'est vraiment effectivement quelque chose de complètement abstrait. L'histoire ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est ce bonhomme qui se balade Qui court et qui se dans les bat. rues du monde entier, qui En se plus, bat, il ne sait même pas etc. qui il est. J'aimerais juste venir à fondamentalement comment on en est arrivé jusqu'ici. Parce qu'on a l'air de dire Greengrass, il redonne une nouvelle dimension au cinéma d'action avec sa perception du réel. Excusez-moi les gars, mais vous avez tous oublié John McTiernan et Die Hard 3. C'est quand même le premier mec qui a pris sa caméra portée, un montage chaotique, des décadrages, des inserts tremblotants, mais qui avait un véritable point de vue. Oui. Point de vue qui C'était d'ailleurs... beaucoup plus calme. McTiernan, c'était quand même Et beaucoup c'était plus plus calme. calme, Parce que mais point là, de vue, il y a un problème avec la caméra à épaule. Vous avez Voilà. déjà une action frénétique et vous avez un filmage frénétique. Donc ça finit par faire Et moi, un je petit pense peu que vous savez, ça- blanc sur blanc et redondant. J'ai l'impression que ça vient aussi de 24 heures chrono. Non, ça vient plus loin de 24 heures. C'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est que ça, c'est une nouvelle forme de mise en scène qui est fondamentalement super intéressante, puisqu'elle joue sur le principe de réalité, qui est née dans les New York Police Blues, et on peut même aller beaucoup plus loin, les Hill Street Blues, les Cop Rock, tout le monde a oublié dans les années 80, qui se sont développés jusqu'à The Shield, puis 24 heures chrono, et tout ça. Donc c'est réellement une mise en scène télévisuelle, pensée pour surdynamiser complètement le récit, quitte à ce qu'on enchaîne les twists, les rebondissements, n'importe comment, on s'en fout, ça va vite, le spectateur comprend rien, il y a un faux raccord au milieu, c'est pas grave, c'est l'action, ça pas bam bam. Ça nous a donné du Mission Impossible 3, où on s'en tape du scénario pourvu que ça aille vite, non-stop, comme ça, tout le temps. Donc c'est des rides Xavier. que j'appelle épidermiques. Xavier. Et ça n'a plus de point de vue. Je finis là-dessus. Moi, je vais jouer vraiment le benet, mais ça m'ira très bien. C'est un film auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que c'est un mot extrêmement mal élevé et grossier, mais que je peux employer. Non, c'est vrai. Donc, j'ai pris du plaisir. C'est vrai qu'il a sans doute oublié l'épisode numéro 2. Il ne risque pas d'oublier l'épisode numéro 3 où le scénario n'existe pas. Ça, c'est quand même très clair. C'est une espèce de préquel. Peut-être que le scénariste a oublié C'est le un scénario. séquel, c'est-à-dire c'est un numéro 3, mais qui deviendra un numéro 0. C'est-à-dire qu'on revient aux origines. Et il est très clair que la seule ambition, j'allais dire, du film, c'est tu nous alignes 3 scènes de poursuite extraordinaires. Tu nous les situes dans les endroits les plus improbables pour filmer des poursuites, c'est-à-dire une gare, Waterloo à 18h où il y a à peu près
500 000 personnes au centimètre carré qui se foutent sur la gueule, différents systèmes de caméra, Tanger, les toits, les machins, les différences de niveau et de nivelet, il y est allé, et je suis désolé, il y a une chorégraphie abstractive, pas abstractive, effectivement on peut décortiquer ça, mais qui moi m'en l'a foutu plein la vue et plein la gueule, je dois avouer que j'ai vraiment pris du plaisir. Alors effectivement, on n'a pas grand-chose auquel s'accrocher, la psychologie elle est quand même sommaire, même s'il redevient un peu plus humain. Mais je dois avouer, étant fan du cinéma de Hong Kong, et je sais pas non plus, voilà. Ça n'a rien à voir avec le cinéma de Hong Kong. Non, mais c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est pas le plaisir contre la réflexion. Christine parlait d'un plaisir du réel. Moi, je pense que c'est plutôt un plaisir de la soustraction du réel et qu'un plaisir de la construction. Nous sommes entièrement d'accord. Je parle de chorégraphie, c'est-à-dire qu'il y a une réutilisation. De toute façon, Grignan n'a jamais fait de documentaire. Vol 93, c'était pas du documentaire. C'était du documentation. Mais si ça servait comme le précédent à susciter une émotion, ce qu'on avait dans le deuxième, c'était vraiment un personnage qui était complètement paumé dans un monde de l'espionnage, un monde politico-stratégico, tout ce qu'on veut, où tout est parasité et où le type finalement se retrouvait dans des situations profondément humaines, face à des personnages qui devaient tuer, où on avait des plans sur les regards, où on était là, on se disait est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire. Là, moi, j'ai des robots avec une mise en scène de l'homme à la cagoule. Il y a une scène comme ça, il y a une scène où il tue pas l'ennemi. À part la scène du début. Mais hormis cette scène-là, tu peux pas me dire qu'il y a un point de vue dans la mise en scène. Le type, il cadre tout, n'importe comment, c'est genre, allez, je mets 25 caméras, je cadre tout, et on fait ce qu'on veut. C'est festif, par rapport à la ça. CCTV et tout ça. Là, quand même, il faut... Oui, absolument, il utilise toutes les caméras de surveillance en Angleterre, elles sont quand même là. Il y a 3 plans, il y a 3 axes différents, celui du tueur, celui des caméras de surveillance et celui de Bourne. Là, je suis désolé, il y a quand même un point de vue. Une seule chose qui a vraiment disparu par rapport au 1, et c'est pas pour jouer l'un contre l'autre, mais c'est vrai que le 1 brillait par... C'était l'histoire d'un corps qui se découvrait surpuissant. Et c'était génial, c'était une idée formidable. C'est un type qui est fait pour l'action et qui découvre que peu à peu, il est fait pour ça. Jackpot, est-ce que tu te souviens de qui tu es, toi ? Voici venu le moment que vous attendez tous, la minute nécessaire du professeur Le Herper. Xavier, ce soir, vous allez nous livrer une thèse audacieuse. Vous affirmez que King of California, premier film de Mike Cahill avec Michael Douglas, que nous avons vu en ouverture du Festival de Deauville ensemble, vous étiez sur mes genoux, je le rappelle, que ce film utilise les mêmes codes que Little Miss Sunshine, autre film indépendant américain. Effectivement, Little Miss Sunshine a été un gros succès du cinéma indépendant. Millions d'entrées de par le monde. Est-ce que pour autant ça a lancé une mode, j'allais dire, d'un certain cinéma indépendant, reconnaissable à certains codes visuels, les différentes preuves en images. Premier extrait, par exemple, que nous avons intitulé Dans la marge, car les personnages des films indépendants américains se doivent obligatoirement d'être dans la marge. Qui dit marginalité dit liberté, et la liberté depuis longtemps dans le cinéma américain, c'est le road movie, la voiture, la nuit. Les voici donc à bord d'une voiture. Ils ne s'écoutent pas vraiment, il y a 2 personnages, 2 entités comme ça, qui sont un père et une fille, dont on va comprendre qu'ils ne s'entendent pas très bien dans le 3e extrait. Il faut quitter le monde d'une certaine manière, il faut donc quitter ses attaches. On voit ce plan où voilà, il y a l'autoroute derrière eux, ils prennent une perpendiculaire, ils grimpent. Comme ça, il faut franchir une frontière qui est représentée ici par le fil barbelé, qu'ils vont sauter. Donc vraiment, ils quittent voilà, le mouvement, l'autoroute, le côté très spontané pour tomber dans un monde un peu étrange comme ceci. Voilà, après le plan en plongée, nous avons un travelling latéral sur cette immensité verte, cette conquête, j'allais dire, d'un monde nouveau, parce que c'est l'autre sujet du cinéma indépendant. Il faut une quête, il faut un au-delà, il faut aller vers un ailleurs. Et puis, évidemment, comme dans Little Miss Sunshine, il faut des petits détails truculents, il faut l'absurde, et là, il a sorti ce qu'on croyait être un fusil, et ce qui n'est autre qu'un détecteur de métaux. Deuxièmement, là aussi, il faut un regard un peu critique sur la société américaine qui va être illustré par ce centre commercial assez peu glamour où on a proposé comme ça plein de choses. La quête revient effectivement au premier plan. Que cherche cet homme dans ce centre commercial? Quel est son but réel? On va le découvrir peu à peu. C'est un trésor qu'il croit être enfoui à un certain endroit sous le plancher. Et là, on voit sa fille donc prendre un mètre et littéralement prendre la diagonale. C'est-à-dire qu'elle emprunte le moins possible les chemins tout tracés, métaphore évidemment de la vie et de la société américaine, pour prendre cette diagonale et pour chercher, se tracer un chemin qui lui soit propre, qui lui soit personnel. Là aussi, le cinéma indépendant se doit de montrer des personnages qui, là encore, cherchent à s'évader. Dernière chose, la cellule familiale en crise, c'était évidemment toute la saveur de Little Miss Sunshine, qui n'a qu'une seule finalité, la réconciliation finale. On ne va pas révéler grand-chose en disant cela. Mais cette crise familiale se doit également illustrer autre chose. Là, on a par exemple dans les codes vestimentaires, lui, il est en bleu avec la chemise ouverte, elle est en rouge, un rouge assez furieux avec une cravate, et on comprend très vite qu'il y a une inversion des rôles. C'est lui l'enfant, c'est elle la responsable, c'est elle
j'allais dire, le chef de famille dans cette histoire-là. Elle a les gestes d'ailleurs du chef de famille, elle le pointe du doigt, lui comme un enfant pris en faute, il a le regard qui tombe. Et c'est évidemment la version les parents courent encore après un rêve auquel les enfants eux-mêmes aux États-Unis ont renoncé. Voilà. Il y a des sortes de... C'est vrai qu'il y a maintenant comme une codification du cinéma, c'est tout à fait juste, mais c'est pas Little Miss Sunshine qui l'avait inventé. Il y avait le succès de Little Miss Sunshine a donné envie aux studios indépendants de mettre en place et en branle des films qui vont évidemment le plus possible coller à ce qu'ils ont cru être la raison du succès de Little Miss Sunshine. Alors François aussi a vu le film, malheureusement pour vous. Non, mais moi j'ai pas d'antipathie par rapport au film. M'inquiète d'abord qu'effectivement le cinéma indépendant trouve très très vite sa codification, alors que normalement ça devrait être quelque chose qui échappe au code, et qui et là la norme le rattrape très vite. Donc alors moi j'ai beaucoup pensé à Wes Anderson en le voyant parce qu'il y a la quête comme ça, ce qu'il y avait, on cherchait le requin blanc dans La vie aquatique de Wes Anderson. Là on cherche un trésor, les pères irresponsables, la famille, les inversions, tout ce que tu as dit, et tout ça est parfaitement juste. Je pense qu'il a un peu moins de talent de filmeur, de cadreur et d'inventivité que Wes Anderson. Et puis moi il y a un truc. Alors tu dis que dans le cinéma indépendant, les personnages cherchent toujours à s'évader. À la base, c'était pas ça. À la base, le cinéma indépendant nous ramenait des nouvelles du réel par rapport à un cinéma mainstream qui, lui, était un peu onirico-évasionnel. Et là, c'est en train de devenir le contraire. On l'a vu avec La vengeance dans la peau, où là, effectivement, il y a des effets de réel. On essaie bon an, mal an, de se territorialiser quelque part. Et maintenant, c'est vrai le cinéma indépendant fait plus ce boulot-là, d'une certaine manière, d'aller filmer des choses qui ne seraient pas filmées par ailleurs. Et il est obsédé par cette idée de trouver le grand autre, le grand inconnu, le grand trésor. Moi, j'en attends autre chose. Voici un jackpot tout à fait représentatif de la mode actuelle de codification des jackpots. Alors Xavier vient de se gausser des stéréotypes du cinéma indépendant américain, mais on pourrait se demander si en France, on n'est pas en train de réinventer le cinéma de boulevard. La vérité ou presque, par exemple, de Sam Karman, un plaisant chassé-croisé amoureux dans la bourgeoisie intellectuelle avec une brochette d'acteurs agréables, Karine Viard, André Dussolier, François Cluzet, qui laisse malgré tout un petit sentiment de déjà-vu. Alors le scénario est tiré, c'est mon opinion, c'est donc tiré d'un roman de l'américain Stephen Macaulay, l'excellent, dont l'action est située à Boston, mais le film, lui, se passe à Lyon. Et regardez si vous ne me croyez pas. Et on y va, on y va. Besoin de rien? Un sujet de conversation, éventuellement? Je ne vous propose pas. Merci. Je dérange? Non. Bonsoir, je suis ravie de faire votre connaissance. Thomas m'a beaucoup parlé de vous. Méfions-nous des réputations. Entrez. C'est très gentil, merci. Oh merde, c'est pas vrai, j'en ai marre! Oh, fais chier, bordel, cette journée! Oh, qu'est-ce que j'en ai marre, mais marre! C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça ne tâche pas. On dit même que ça apporte bonheur. Non mais... Là, ne pas vous blesser maintenant. Oh. Vous n'auriez pas une petite pelle? Non mais... C'est Thomas et ses surprises, Thomas, toujours tellement parfait, Thomas. Vous n'oubliez jamais un anniversaire, vous? Tout le temps. C'est un principe. Et puis je vais vous dire, moi j'y suis pour rien dans cette soirée. Et en plus, je n'ai même pas lu votre livre. Je dois partir tout de suite, il n'y a aucun problème. Alors, elle est où cette serpillière? En général, les films coraux, je pense au dernier Nicole Garcia par exemple, ont toujours pour horizon final cette espèce de tronc commun de chacun. C'est-à-dire qu'à la fois on joue le collectif, mais finalement on arrive au point commun de tous qui est quoi? Qui est la névrose, la mélancolie, la dépression, notre humanité sombre. Celui-là a au moins ça pour lui, je ne suis pas fan de ce film, mais il a ça pour lui d'être un peu plus léger, un peu plus jazzy, puisqu'il s'agit de ça, et surtout d'avoir un rapport à la vérité, c'est son thème, qui est un peu effectivement superficiellement traité, mais un rapport à la vérité un petit peu problématique, qui fait qu'on n'est pas là pour aller vers la vraie clé de chacun, la vraie blessure. Chacun, finalement, se contente aussi des petits mensonges avec lesquels il arrive à survivre. Et je trouve que ça laisse une marge de manœuvre à ce film-là
qui, moi, me le rend un tout petit peu plus sympathique que le tout venant des films coraux. Et je parle avec les mains. Non, vous avez un très beau jeu de main qui est lui-même jazzy, mais vous avez avec un final qui est quand même la cerise sur le gâteau. Là. Enfin, je veux dire, c'est d'un grotesque. La scène de fin, c'est quelque chose. Moi, je n'y croyais pas. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est du premier degré ou est-ce que c'est du deuxième degré? Parce que j'arrivais pas à y croire, quoi, qu'on était face à non, mais il y a une fantaisie quand même. Ça repose quand même sur la fantaisie des acteurs. C'est-à-dire que quelqu'un comme Cluzet, quelqu'un comme Karine Viard s'amuse tellement et nous amuse. Il y a quand même des moments, un moment formidable dans le film quand il arrive avec le champagne, et qui est un moment vraiment très très drôle de fantaisie pure au niveau des acteurs. Donc là, pour ça, on s'amuse. Mais c'est vrai qu'il y a un plaquage assez artificiel en même temps de cette histoire de jazz qui est collée comme ça. Pour les gens qui n'ont pas vu le film. Bon, une enquête sur une chanteuse de jazz qui est comme ça le fil rouge de tout le film et qui raconte une histoire vraie d'une véritable chanteuse de jazz qui a chanté dans les années 30 et qui... Voilà. Vrai, faux, tout ça. C'est quand même ça le... Voilà, sur laquelle ils enquêtent. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà, vérité, mensonge, là aussi. Donc ils vont enquêter sur ce personnage. Et bon, et ça rapproche, ça éloigne les personnages. Mais c'est vrai que c'est assez artificiellement plaqué pour moi. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à capter. Moi, je vais vous dire, moi j'aime la pizza aux 4 fromages quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Merci. Et même des chaussures. Même avec un œuf dessus. Oui, bah évidemment, avec un œuf dessus, parce que l'œuf va permettre le jeu de miroir et irradier les goûts. L'œuf sur la pizza, franchement, ça n'existe pas. C'est juste. Attention, vous allez en Italie, vous demandez un œuf sur la pizza, ça n'existe pas. Un supplément dans une pizza, c'est bien s'il s'incorpore au reste. Ce que j'aime dans le film choral, c'est le jeu des miroirs. Alors quand il est bien fait, tout ça. Et moi, je trouve que cette histoire de jazz, elle est tout à fait intégrée de manière maligne. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les dialogues sont très astucieux, très amusants. Moi, tu peux pas me dire ça. Alors là, c'est vraiment... Alors, j'ai rigolé. Alors, je vais tout de suite. L'œuf, la pizza, la tomate, tout, je t'enlève. Moi, je me suis marré. Je veux dire... non, mais soit, peut-être, mais film choral, moi, je me pose juste une question. Est-ce qu'il y a un minimum d'émotion? Est-ce qu'il y a de l'humanité? Parce qu'un film choral, c'est censé produire une forme... Vas-y, d'accord. Pour moi, c'est pas un critère parce qu'il y a tellement de films choraux où il y a de l'humanité et c'est précisément ça qui est dégoulinant. Moi, je trouve que justement, je précise ma question. Oui. Je précise ma question. Un film choral, comme tu le disais justement tout à l'heure, quand tu parlais d'incapacité à justement se focaliser sur un personnage, donc on se répand sur les autres. Moi, le principe du film choral, c'est un exercice de style. On est entièrement d'accord là-dessus. Donc forcément, à partir du moment où tu vas créer une quinzaine de personnages, voire moins, tu vas leur donner des particularités qui rendent tout de suite ça fondamentalement caricatural. Si après leur rapport entre eux produisent une vérité, une forme de vérité humaine, ça a un intérêt, sinon je le vois pas. Je pense que les gens qui nous regardent, ça peut leur donner envie de se faire un avis eux-mêmes. J'essaie de réconcilier la France. Alors jackpot, la vérité ou presque? La question humaine, c'était d'abord un livre de François Emmanuel paru chez Stock, beau livre, assez glaçant, et il est adapté au cinéma par Nicolas Klotz avec Mathieu Amalric. L'intrigue est alléchante. Dans la filiale française d'une multinationale pétrochimique, un psychologue d'entreprise est chargé de surveiller son directeur allemand, soupçonné de maladie mentale. Nicolas Klotz a développé avec des films comme Paria ou La blessure une approche esthétique de questions politiques et sociales. C'est encore le cas ici. Effectivement, dans la première partie, Nicolas Klotz filme l'entreprise d'une certaine manière à nous faire comprendre effectivement quel degré de cloisonnement, d'unification de l'identité ou justement l'interdit de l'identité à l'intérieur de l'entreprise française. On a choisi 4 extraits justement dans la continuité, réalisés en plan fixe et qui mettent en scène 4 moments de la vie, j'allais dire, des employés de cette entreprise et qui illustrent dans la mise en scène et dans le contenu un tout petit peu l'idée que Nicolas Klotz se fait de cet enfermement. 4 plans fixes, donc je disais, et on commence par celui du repas, parce qu'ils vont être tous liés par une fonction, j'allais dire, organique. Ça, c'est l'heure du repas. Nous avons donc 2 lignes parallèles, strictement parallèles. Le choix de la perspective induit quelque part la continuité, sans doute, de cette chaîne humaine à la gauche et à la droite de l'écran. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose d'immense, qui obligatoirement fait, enfin en tout cas moi, m'a fait penser à la revue militaire, à ces colonnes d'hommes comme cela, lors des... Obligatoirement, l'idée va arriver. Oui. Métaphore qui est déjà dans le roman aussi. Absolument, il le dit d'ailleurs lui-même à un moment dans la voix. Deuxième endroit, après avoir mangé, on se débarrasse, on pisse évidemment. Pareil, là on le fait tous ensemble, dans cette espèce de décor blanc sur lequel les noirs des costumes se détachent de façon un peu forte. Le choix de l'angle du bâtiment cloisonne encore un peu plus la pièce, il n'y a vraiment aucune échappatoire possible. Des acquis de la dynamique de groupe, voire d'anciennes techniques orientales, où il s'agissait de pousser les hommes à dépasser leurs limites personnelles. Voilà, et le choix d'une voix
très monocorde, très chuchoté, entre le secret et une espèce comme ça de lecture très fade. Troisième endroit, on se lave évidemment, encore une fois tous ensemble, et l'utilisation des miroirs dans la même position d'angle d'ailleurs de pièce fait que le hors-champ n'existe plus. Il est immédiatement reprojeté à l'intérieur du cadre. Donc là, l'échappatoire, elle est impossible. On est vraiment dans l'enfermement absolu, c'est une espèce de bulle dans laquelle on ne peut pas sortir. Et toujours cette vie ensemble, en commun, les uns sur les autres. Il y a une espèce de régularité des sorties et des entrées, comme un petit peu, on prendrait sa place dans un défilé militaire. C'est quelque chose de très strict, de très codé. Et la dernière chose, le dernier plan se situe en boîte de nuit. Pareil, le plan fixe, 3 garçons qui dansent au premier plan, la musique très sourde, très atténuée derrière. Et les garçons s'embrassent, et je ne crois pas qu'il y ait là une idée quelconque d'homosexualité, c'est plutôt, comme on ne peut pas sortir de ce cadre, on va, après avoir mangé, pissé et s'être lavé les mains ensemble, on va baiser ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre vue possible. C'est donc 2 garçons qui baisent ensemble, ne sont là, pas non, des ils s'embrassent simplement, mais ils s'embrassent parce que ce sont les 2 autres personnes qui sont dans le cadre. Il y a impossibilité d'aller ailleurs. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas la sexualité. C'est vraiment cette idée de on fait tout ensemble, dans une espèce d'impossibilité d'ailleurs à vivre en dehors de cette entreprise. Non, c'est vrai que de toute façon, il y a le traitement du travail au cinéma est aujourd'hui, c'est très dominant. Il y a beaucoup de films sur ce sujet. Je me tourne, cher François, vers vous, car vous venez de tourner dans le film de Laurent Cantet, tiré de votre livre Entre ces murs. Entre les murs, même, éventuellement, disent les initiés. Entre les murs. En plus, je l'ai lu et aimé. Mais c'est aussi la même question, cette question un petit peu de traiter, de donner envie aux gens d'aller au cinéma voir leur vie quotidienne. Ouais, c'est très embarrassant la façon dont vous me lancez, Frédéric, parce que moi j'ai précisé, je ne veux pas du tout jouer un film que j'aurais coécrit et dans lequel je jouerais contre celui-là, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'admiration, comme de tout ce que fait Claude, parce que je trouve que c'est un grand filmeur, un grand cadreur, on vient d'en voir la démonstration. Précisément, moi j'ai des réserves sur le film, sur cet aspect-là, sur l'aspect captation du monde de l'entreprise, parce que j'ai l'impression qu'il nous parle d'une entreprise qui n'existe pas. Et par ailleurs, je crois que le film, alors c'était, je pense, le cas du livre, mais le film du coup aussi, fait une grande erreur stratégique, ce que Brecht aurait appelé une erreur stratégique dans le sens de la démonstration politique, à savoir que si vous voulez démontrer que le monde de l'entreprise, finalement, recycle des méthodes nazies et qu'il y a quelque chose de l'ordre du bétail dans le cheptel des employés, vous n'inventez pas une entreprise qui a de fait un vrai passif nazi. Vous contentez de filmer l'entreprise au plus juste, et en attendant que le spectateur se rende compte qu'effectivement, il y a là une espèce de compartimentage des corps qui ressemble au sort qui a été fait à certains hommes et certaines femmes dans les années 30-40. Donc là, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas, et moi, je ne sais pas de quoi on parle, et je crois que les employés des multinationales, ils n'ont pas cette tête-là. Les gens qui travaillent, là, les patrons, ils ont peut-être ces costumes-là, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi raides, etc. Quand même, le Friday Wear, ça existe. Vous voyez, le moment où on se met en t-shirt le vendredi. Donc, c'est peut-être ça qui est pervers et extrêmement subtil dans le nouveau libéralisme, dans le nouveau monde d'entreprise, c'est qu'il est devenu chatoyant par ailleurs. Et je crois que c'est ça, moi, que j'aurais envie qu'on capture, plutôt que cette espèce de truc un peu raide et monumental qui à mon avis, ne parle pas du contemporain. D'un point de vue purement, tu vois, cérébral, abstrait, le début, et bon, moi, je déteste le film viscéralement, c'est à peu près tout ce que j'aborde dans le cinéma, même si thématiquement, le film est intéressant. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, hein, quand tu sors l'intrigue, un mec, il enquête sur son tirelot, il va se rendre compte que c'est un nazi, et puis c'est une métaphore sur les spectres de la Shoah, sur le monde contemporain. Tu te dis, c'est génial. Bon, moi, j'étais super content de regarder le truc. Bon, au bout de 5 minutes, j'avais envie de m'envoyer une balle tellement c'est chiant comme la mort. C'est pas possible. Tu dis ça parce qu'il y a des plans fixes. Mais attendez, non, parce qu'il y a des plans fixes. Je peux finir, tout ne peut pas être film de genre, je suis entièrement d'accord. Je n'ai rien contre un plan fixe qui dure 5 minutes. Tu vas te taper le dernier Sidney Lumet. Il y a des plans fixes qui durent 5 minutes qui ne m'embarrassent pas du tout parce qu'ils ont véritablement du sens. Là, j'ai une espèce. Moi, en plus, ce que je déteste pas, c'est le début du film où je trouve que justement les cadres que tu analysais étaient super intéressants. Quand il pose, il expose ce truc-là. On voit bien que c'est pas réaliste. Il n'y a aucun des personnages du film qui a un tant soit peu crédible dans sa façon de jouer. Ils sont monocorps, tous comme ça. Puis alors, quand tu me parles de plan fixe, il y en a à la fin, il faut se les taper quand même. À 10 minutes, le mec qui parle, moi je m'endormais littéralement en regardant la scène. Je finis juste quelque chose. Ce qui me semble terrifiant. Très seulement Yannick. Non, mais attendez. Non, je m'exprime. C'est parce qu'il est nouveau. Il est nouveau, il est gorgé de sève. Voilà, je m'exprime. Autant que je trouve la thématique fondamentalement intéressante, autant je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce problème stratégique mais fondamental du film. Et ensuite,
on aura beau dire, mais là où je suis radicalement pas d'accord, c'est sur le traitement. Parce que là, c'est d'une prétention, d'une suffisance par rapport à sa propre analyse, mais qui est terrifiante. Le type qui est en train, qu'on voit en plan fixe pendant 10 minutes, me lire comment marche un camion et la façon dont on va utiliser. Mais c'est infernal. Mais c'est un film qui, du point de vue de la forme, invente des choses. Et en même temps, c'est un film qui se présente. C'est un film qui se présente aussi comme une enquête sur le mode hitchcockien. Il n'enquête pas sur ce dont il y a un suspense qui est presque hitchcockien dans le film. Je termine. Et qui est à la fois une confession, qui est à la fois un journal intime, qui est une enquête à distance, et puis il rentre à l'intérieur. C'est un pétage de plomb. Il y a absolument tout, et sur le fond et sur la forme. C'est une analyse du monde contemporain. Il a commencé, c'est la fin d'une trilogie, il avait commencé par les parias, par les gens qui essayent de rentrer en France, puis il rentre dans le monde de l'entreprise d'une façon comme ça, avec un malaise, et puis ça devient de plus en plus humanisé vers la fin. Moi je trouve que pas du tout. Pas inintéressant du tout. Non, mais quand tu me parles d'intrigue, d'enquête, je vois marqué de thriller. Non mais là, moi, j'hallucine complètement. Parce qu'un thriller... Il enquête sur le mode du thriller. Non mais une enquête, il faut un minimum de suspension d'incrédulité. Il faut que j'ai un minimum d'attachement pour le personnage et pas des zombies qui parlent tout seuls contre des murs marrons, sans aucune production design, sans aucun effort de caméra. C'est terrifiant. Avoir des types... Tous les films ne peuvent pas être éclairés par production design. Bien sûr. Mais quand tu as une... Non mais franchement, tu vois, quand tu as une scène avec un type qui parle tout seul dans sa chambre pendant 10 minutes... Au bout d'un moment, c'est insupportable. L'image, la lumière, les décors sont magnifiques. Les décors sont magnifiques. Alors, on n'a pas du tout la même perception de la production design. C'est le travail de Mathieu Amalric. Et en termes de sens, tu vois, tu m'excuses, mais en termes de sens, aller me plaquer entre des réflexions sur l'enquête, sur le bonhomme, des plans de cheminée, tu vois, genre c'est gros comme une maison ce que je suis en train de faire, dans le genre pas finaux. Moi, tu dois pas aimer Bruno Dumont, toi, hein? Pas des masses, non. Mais il y en a beaucoup des comme ça que je n'aime pas. Ah non, et le travail des acteurs, tu trouves pas que le travail des acteurs est absolument... Je trouve qu'Amalric est un mec hyper intéressant. Non, mais il y a un gros problème sur le rôle d'Amalric. Enfin, je pense que ça devait être aussi le cas dans le roman que je n'ai pas lu, je m'en excuse. Il y en a un peu marre au cinéma de ces rôles de types qui sont dans la place. Lui, il est quand même directeur des ressources humaines, je pense, dans cette grande entreprise. Donc c'est quand même un mec dont on peut supposer qu'il adhère un minimum aux valeurs de l'entreprise ou qu'il adhère un minimum à son métier. Or, dès le début du film, il est séparatiste, il est sécessionniste, il trouve que son métier est pourri. Il n'y a pas d'évolution. Dès le début, sa voix off est mélancolique, est réprobative, est ironique. Moi, je préférerais qu'on m'explique pourquoi il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise et pourquoi ils y prennent leurs pieds et pourquoi leur libido s'en satisfait. Ça serait beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui en gros nous dit moi je travaille là, j'y vais tous les jours, je fais des audits et en même temps oh là là qu'est-ce que c'est nazi, qu'est-ce que c'est pas bien. Pas du tout, mais pas du tout, on y arrive à la fin. Il y a quand même 1300 personnes, c'est quand même ce qui est dit dans la voix off. Donc exactement, je suis d'accord avec toi, je vois pas pourquoi il fait sa chochotte après. Il les a balancés les mecs. Non, quand même, deux mots, Xavier, deux mots à la défense de ce film. Quand même, je trouve que Claude, c'est un des plus grands réalisateurs français aujourd'hui. C'est quelqu'un qui propose de regarder toujours dans les marges et dans ce que dans la société ne va pas et ce qui se pose des questions en termes d'esthétique par rapport au cinéma français, ce qui ne font pas tous les réalisateurs français qui filment un peu à la comme ça vient. Je suis désolée, je trouve qu'il s'est posé des questions. Et je trouve que là où tu as tort, c'est de prétendre que le film, il faudrait qu'il soit réaliste. Parce qu'au contraire, je crois que ça lui enlèverait toute sa force. Quand on prétend tenir un propos sur l'entreprise contemporaine, c'est un problème que les patrons n'aient pas des têtes de patrons contemporains. Toujours faire jouer ça à un acteur que j'adore, alors qu'il est éblouissant à chaque fois qu'il apparaît, qui est Lonsdal, avec toujours ce côté un peu gorge profonde, très ténébreux. Non, le patronat contemporain ne ressemble pas à ça. Donc c'est un problème quand un film prétend être politique, qu'il soit absolument hors du coup. C'est un problème. Ça ressemble à quoi le patronat contemporain ? Il y a un gros problème de représentation quand même dans ce film, parce qu'il y a un problème de représentation du monde du travail. Il n'y a aucune société professionnelle qui ressemble à ça, les patrons, etc. Mais dans les relations amoureuses, c'est aussi tragique. Je veux dire, les relations qu'il a avec sa copine, avec sa maîtresse, mais on n'y croit pas. Et cette espèce de rave où il sort, où après, il y a un mec qui vient d'engager, qui le nettoie pour montrer que c'est l'homme qui renaît. Mais au secours, il y a un vrai... Non, mais on est dans la théorie, il y a un problème de représentation. Je sais pas... c'est de la métaphore. Mais c'est de la métaphore, mais le cinéma, c'est de la représentation, c'est pas que des idées. Il faut savoir les incarner, les idées. Et là, le problème, c'est qu'il y avait des idées de plan dans ce que Xavier nous a montré, mais ces idées de plan ne correspondent pas au discours qu'il y a avec. Et si on entend la voix off qui va avec, ça casse. C'est-à-dire, visuellement, les plans sont intéressants. Quand tu mets la voix off avec, ce qui est ça, le cinéma, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que ce film échoue. Là, il a des ambitions, il essaye des choses. Ça, je vous le concède, mais il rate à peu près tout.
Jackpot, j'ai envie de te poser une question humaine. Après ce débat foisonnant, que dis-je, cette foire d'empoigne, je vous propose un duel pur et simple dans les règles de l'art entre Xavier et Philippe. Alors il va falloir que tu hausses le ton, hein, Xavier, je te le dis. L'enjeu, c'est Charlie. Un débat à 3. Tout le monde veut jouer. Tout le monde veut jouer, mais on n'a pas le temps de jouer trop longtemps. Alors il faudra être très très concis. C'est le deuxième film d'Isilde Lebesco. L'histoire est toute simple, mais pas banale. Il était une fois un garçon de 15 ans qui voulait voir Belle-Île-en-Mer et une jeune femme qui se prostituait pour survivre dans sa caravane. Ils se rencontrèrent. Les deux rôles principaux sont tenus par Julie-Marie Parmentier et Kolya Litcher, le petit frère de la réalisatrice. Dans le débat qui va suivre, les premiers rôles donc reviennent à Philippe Rouillet et Xavier Le Herper, qui n'est pas son petit frère. Mais avant de laisser tous nos amis en découdre, déshabillons-nous et regardons quelques images. Faut que je te montre l'électricité. Tu prends que si t'as besoin quand il fait noir. Seulement un peu. Regarde, regarde. T'allumes là. T'as vu? T'éteins là. T'en prends que si t'as besoin. Que s'il fait noir, noir. Mais quand il fait noir, tu dors. T'as compris? T'as compris? Réponds, t'as compris? Oui. Vas-y, débarrasse maintenant. Je veux que tu vois comment tu fais. La confiture dans l'armoire. Chaque chose à sa place. Le pain dans le panier à pain. Il est par terre, tu ramasses. Arrête. C'est facile pourtant. Tu sais pas faire ça? Non. Elle est mouillée. Tu vas pas le poser sur le réchaud? Tu poses pas sur le papier à la poubelle. Philippe Rouillet. Pourquoi cette tête dubitative? Eh ben cette tête parce que je viens de voir l'extrait avec vous et ça me rappelle le film que j'ai vu en entier et voilà et c'est assez révélateur. C'est-à-dire que là on est dans une espèce de home movie et moi j'aime beaucoup ça. On regarde ça entre amis, mais là je veux dire le mouvement de la caméra, c'est on a mis en présence une actrice qui est formidable, qui est Marie-Julie Parmentier et qui est même formidable dans le film, avec le petit frère d'Isilde Lebesco qui a filmé parce qu'elle veut filmer, elle veut capter ce moment-là. Bon et on attend qu'il se passe quelque chose. Voilà. Elle attend qu'il se passe. Alors du coup la caméra va traquer, va essayer d'attraper quelque chose et voilà, et on attend. Et alors là-dessus, on nous met un petit canevas pour que ça loge dans le moule Piala, intimisme, Truffaut, Rosetta. Alors on commence comme dans l'enfance nue avec les parents adoptifs et on écoute Dave, les 33 tours, machin. Après, il veut aller voir la mère comme le petit Douanel et puis en route, il trouve la pute et voilà, il est dans la caravane. On range la confiture, on attend évidemment le moment où il va sortir son zwig, ce qui arrive à la fin du film, et comme ça le portrait est complet, et on se dit que le cahier des charges est tout bien rempli. Vous me donnez vraiment très envie, et ben, tant mieux, les téléspectateurs aussi. Alors maintenant, Xavier, en le défendant, va peut-être vous donner moins envie. C'est vrai qu'on n'est pas si aidé tu dis vraiment ce que c'est... On n'est pas aidé par l'extrait. Moi, je trouve que c'est un film absolument formidable. Quand tu dis que la caméra bouge et essaie de choper quelque chose, elle chope régulièrement quelque chose. Et ça, c'est le grand talent d'Isilde Lebesco quand elle est à la caméra. Et on l'avait découvert avec Demi-Tarif, son premier moyen-métrage. La première partie, elle est absolument formidable dans la manière de capter, dans l'environnement du gamin, ce qui fait son existence. Elle n'a pas besoin d'écrire des scènes pour nous expliquer où il est, d'où il vient, qui il est, ce qu'il veut. Elle chope simplement ses regards, son écho, sa façon de se heurter, j'allais dire, au monde qui l'entoure. Elle s'offre des plages de silence, elle s'offre des plages d'errance, elle ose énormément de choses qui sont toujours en cohérence avec le personnage qu'elle écrit, qui est à la fois empreint de douceur et de rudesse, qui voudrait qu'on le caresse et qui en même temps est incapable de rendre autre chose qu'une paire de baffes. Le film est exactement comme ça. Il voudrait vous caresser et c'est un grand coup de griffe qui revient. Et je trouve ça absolument superbe, du début jusqu'à la fin. Je suis désolé. Marie-Julie Parmentier est très très bien dans le film. Il y a une vraie audace, il y a une vraie envie, il n'y a aucune école suivie, il y a une liberté qu'elle prend, qu'elle appréhende et qu'elle nous rend sous forme de cinéma. Je suis désolé. C'est ça qu'il n'y a aucune école suivie, ça on est clair, parce que pour tenir une caméra comme ça, il faut vraiment n'en avoir jamais fait avant, parce que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment, je chope comme ça, je fais n'importe quoi. Bon, alors attends, mais ça c'est pas gênant. Je suis d'accord avec toi sur un truc. Je suis d'accord avec toi sur un truc. Je finis juste un truc rapide. Vraiment, la relation entre le gamin et la nana dans le mobil-homme, c'est vraiment fascinant, même si ça ne mène nulle part. Il y a au moins, le but du film. Peut-être, mais il y a un échange. Il y a un truc qui est vraiment intéressant. Par contre, quand tu me parles, parce que j'ai l'impression que ça sert à combler tout là.
analytiquement parlant, de dire des plages d'errance, des plages de silence. Moi, voir une nana qui filme deux mecs marcher dans un champ pendant 10 minutes, faut me donner le sens de ça. Faut me donner le sens de ça. Mais non, moi je vais les filmer marcher. Le rôle du spectateur, c'est de trouver. Mais il n'y a pas que le sens au cinéma, il y a aussi la beauté de la marche. C'est intéressant la beauté de la voir marcher marche. les gens. Bah, oui. D'accord, moi je suis pas sensible à la beauté de la marche. Le sens, je suis pas. le sens. Mais il n'y a pas de sens alors. Il y a juste des mecs qui marchent. Moi j'aime bien voir Julie-Marie Parmentier marcher. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Qui de temps en temps essaye des trucs, parce que sinon la nouvelle vague n'aurait pas existé, le néoréalisme n'aurait pas existé. C'est essayer quelque chose de filmer quelqu'un dans un champ. Mais ce film est juste terriblement moderne. C'est moche ce que tu fais. Parce que tu es en train de pisser sur la tombe d'Ingmar Bergman et d'Antonioni. Exactement. C'est moche. Voilà, ça c'est le résidu. C'est moderne, mais en quoi il est moderne? C'est juste une vague de fraîcheur. C'est vraiment le résidu de la nouvelle vague. La fraîcheur. Le verdict du jackpot. Eh ben non, tu ne sois pas fatigué, on va parler du film italien. Je sais. On parle d'un film de chez elle. On reste dans la fraternité d'ailleurs, mais on change de registre et de pays. Mon frère et fils unique de Daniele Lucchetti brosse un portrait de l'Italie des années 60 à travers l'histoire de deux frères opposés en politique et amoureux de la même femme. Ça n'est pas le film dont on va le plus parler dans les médias de la semaine, donc ce serait dommage de le rater ici, n'est-ce pas Victoria? Sûr. Alors déjà, pourquoi on dit Lucchetti et pas Lucchetti? C'est parce qu'en fait, dans l'alphabet italien, il n'y a pas de K. Oui, oui, non, la mais lettre K CH, n'existe pas. c'est Donc C. CH, ça Voilà. fait K. C'est voilà. vrai, c'est vrai. Donc, Voilà, tout à fait. Et donc, mais, par contre, quand il y a deux C comme le nom de l'auteur du roman Mon frère et fils unique, alors là, ça se prononce comment? Pennacchi. Qui? Non, qui? Toujours. qu'il y a deux CH, C. ça fait K. Bon, Antonio Voilà. Pennacchi. Lucchino Visconti, pas Lucchino. Oui, enfin, c'est, voilà. Ok. C'est en même temps une leçon de cinéma. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein, Ça reste un bon film malgré tout. C'est la principale raison d'aller voir ce film. Che eri stronzo lo sapevo, ma non fino a sto punto. Perché che ho fatto? Dammi la tessera, va. La tessera è una scelta mia. Bella scelta. Ma te lo sai perché l'hanno chiamato MSI? Perché vuol dire Mussolini sei immortale. Se era per Mussolini adesso volevo dire dove stavamo. Stavamo con un sacco di gente viva anziché morta in guerra, ecco dove stavamo. Hai capito, deficiente? Oh, ok. Ma sta. Te la devi lasciare perdere la politica, hai capito? Oh, solo voi ci potete avere una coscienza politica, eh? Ma voi chi, eh? Parla al singolare quando parli con me. Volevo parlare di Stalin, eh? Dei crimini del comunismo. Ma di che vuoi parlare che non sai un cazzo? Sterminatore d'ebrei. Lo sterminio degli ebrei, non è vero. Ma te! Le verità diciamo no! Potete ci mettere a fare fuori, Alla mena di voi. Che se no l'ammazzo io. Non mai scoperto. Deficiente. Il y a deux manières d'analyser ce film. Si on l'analysait sans contexte, je dirais que c'est plutôt un bon film. C'est-à-dire c'est plutôt un des bons films italiens de ces dernières années. L'histoire est très bien. Les comédiens, c'est un casting d'enfer. Il y a vraiment que des très bons comédiens, notamment la jeune génération de comédiens. Ils sont très très forts, Elio Germano et Riccardo Scamarcio. Maintenant, je vais faire une critique complètement injuste à ce film, parce que Ce vraiment... sera vraiment la première fois de votre vie. Mais non, mais si je le contextualise dans le cadre du cinéma italien aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi après Le Bellocchio et après Nos meilleures années, tous les cinéastes italiens qui s'attaquent à du cinéma politique s'attaquent aux années 60 et 70. Il y a une espèce de glissade dans la facilité qui m'énerve parce que c'est facile, les beaux morceaux de musique des années 60, on prend une distance historique extraordinaire, on peut même s'amuser parce que le titre original du livre, par exemple, c'était le fascio comunista, c'est-à-dire le fasciste communiste. Le fascio-muniste. Oui. Voilà, c'est-à-dire, bon, la charge politique du livre a été complètement asséchée par le film, qui devient plus un film vraiment sur les sentiments de la jeunesse, de l'adolescence, disons, plus sur où est-ce qu'on va verser notre énergie quand on a 20 ans, quoi. Donc, est-ce que c'est la religion, est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est la droite? Mais c'est pas tellement un film de politique. Donc déjà, tout ce côté-là, le côté politique du livre a été gommé. Ça reste un très bon film, mais je me demande pourquoi les réalisateurs italiens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas aux années 80-90, où avec la chute de la démocratie chrétienne, l'affaire Manipulite, la fin de l'empire de Craxi, je veux dire, il y en a des tonnes. Enfin, alors, ça, on peut pas demander aux gens de faire d'autres films que les leurs. J'avais dit que c'était une reproche injuste, complètement.
c'est complètement injuste, mais je fais un appel aux cinéastes italiens en disant quand même, revenez un peu plus sur l'histoire politique un peu plus récente du pays, qui est très intéressante et qui demande, à mon avis, d'être analysée, quoi. Non, mais le vrai film politique, il a été fait. Déjà, entre Romanzo Criminale, Nos meilleures années, effectivement, ce qui sauve ce film, c'est l'humour. C'est que c'est complètement humoristique, la façon dont il envisage et la politique, et les personnages, et les caricatures. Qu'il y avait le mot roman dans le titre. Ce qui sauve celui-là, c'est qu'il y a de l'humour. Nos meilleures années, c'était le premier de la série. Non, mais non. Non, mais c'est un film qui réalise une performance, parce que tous les films qui en général s'étirent comme ça sur 15 ans, 20 ans, je ne sais plus exactement là, il y a un moment, ça s'appesantit parce qu'on ne sait pas, le passage du temps c'est pénible, on a plein de choses à traiter. Et là, c'est un film qui se concentre toujours sur l'intensité de la scène qu'il est en train de faire par rapport à son long récit un peu pénible. Et ça, c'est une chimie extrêmement compliquée. Moi, je trouve que c'est de loin le film du mois. C'est vraiment ça. On va terminer sur c'est le film du mois. Non, mais il est vraiment très bien ce film. Voilà, je tenais juste à dire que comme le néoréalisme ou Dino Risi ou la comédie à l'italienne étaient vraiment des réalisateurs en prise avec la société qui était la leur contemporaine, je trouve qu'aujourd'hui les meilleurs réalisateurs italiens font cette glissade dans le passé, à mon sens, par facilité, peut-être de subvention pour les films, peut-être d'écriture dans le scénario, parce qu'en Italie c'est très difficile d'écrire un scénario qui va à l'encontre du pouvoir en place, etc., et de se le faire financer. Le jackpot. Si vous êtes comme Jason Bourne, c'est-à-dire amnésique, je récapitule. Dans ce deuxième numéro de la 4e saison du Cercle, nous avons évoqué La vengeance dans la peau de Paul Greengrass, en plutôt bien, King of California de Mike Cahill en moyen, La vérité ou presque de Sam Karman, La question humaine de Nicolas Klotz en bof, j'ai l'impression, mais c'était très partagé. Charlie d'Isid Lebesco, parfois consterné, parfois enthousiaste. Et Mon frère et fils unique de Daniele Lucchiti avec l'enthousiasme spaghetto divisé de Vittoria. La semaine prochaine, on parlera des films de la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, tant qu'il y aura du cinéma, ici, on en parlera. Amen.